Bonsoir à tous, les Français libres parlent aux Français libres, les non-vaccinés ou non-vaccinés, la résistance parle à la résistance, ici Mister X, cette infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors, tout d'abord, un petit message, je voulais remercier, vous tous qui me suivez, notamment sur Agora TV. C'est vous qui me donnez la force de continuer et Dieu sait que ce qui se passe, vous allez le voir dans le florilège, va aller de mal en pis. J'ai encore des annonces à faire ce soir. Mais avant de commencer le florilège, je vais commencer par un témoignage. Ce qui est arrivé à monsieur Flamand de Limoux. Si vous êtes handicapé et si vous touchez l'allocation adulte handicapé à taux plein versée par la CAF, vous risquez de gros problèmes avec ce qui est entré en vigueur pendant les fêtes. Excusez-moi. Figurez-vous que la CAF souhaite payer moins d'AH. Et pour ça, elle a inventé d'obliger les titulaires de l'allocation adulte handicapé à demander à la CPAM une pension d'invalidité. Donc, voici le courrier que M. Flamand a envoyé le 22/12 à sa CAF, donc à la CAF de l'Aude, président M. Michel Escande. Monsieur, si vous m'écoutez, j'attends que vous fassiez quelque chose sur ce dossier. Donc, le courriel de M. Flamand du 22/12/2022, objet suivi de votre dossier, rappel de la question. Pourquoi m'avez-vous supprimé mon allocation adulte handicapé alors que vous avez le dossier de mon renouvellement de l'AAH? Message courriel de M. Flamand. Bonjour, je constate que vous avez supprimé mon allocation adulte handicapé. Pourquoi, alors que je suis à jour de toutes mes déclarations trimestrielles et de l'allocation chômage que je ne perçois plus depuis septembre 2022, je vous demande pourquoi vous me demandez le dossier de renouvellement de l'allocation adulte handicapé alors que la MDPH vous a transmis le dossier. Je vous demande le rétablissement de mes droits et le remboursement des retenues que vous avez effectuées depuis août 2022. Cordialement, Monsieur Flamand. Réponse de la CAF. Bien. Bonjour Monsieur Flamand, nous avons bien reçu votre courriel du 22/12/2022. Alors, pour info quand même, la réponse, elle est arrivée début janvier là. Vous souhaitez des renseignements concernant votre dossier, nous vous avons envoyé le 25/8/2022, mais vous n'avez pas retourné les pièces demandées. Nous sommes en attente de la copie du dépôt de demande de pension d'invalidité, la copie du dépôt de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité. Nous vous avions précisé que sans ce justificatif, votre droit serait suspendu à compter du 1/12/2022. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé maintenant, si vous avez l'allocation adulte handicapé à taux plein, vous êtes obligé de demander une pension d'invalidité à la CPAM. Pourquoi? Exemple. Une allocation adulte handicapé, c'est à taux plein, c'est je crois 960 euros. Bien, 960 euros. La CAF paye 960 euros tous les mois. Maintenant, si vous êtes handicapé, que vous demandez une pension d'invalidité à la Sécu, que vous l'avez, la Sécu va vous servir 873 euros, la CAF n'aura plus que 100 euros à vous payer. Donc, ils obligent les titulaires d'allocation adultes handicapés à taux plein à demander une pension d'invalidité à la Sécu. Alors, quelque part, c'est honteux d'obliger les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. De notre côté, peut-être vaut-il mieux le faire. Alors, je vous engage, si vous êtes dans ce cas-là, à me contacter. Je vous expliquerai les tenants et les aboutissants. Et en particulier, si vous comptez, si vous préférez que ce soit la CAF qui vous paye votre AAH, à ce moment-là, la lettre qu'il faudra faire. Ceci étant posé, nous allons commencer notre florilège. Et ce soir, nous allons passer un certain temps ensemble parce qu'il y a des choses explosives.
Alors, nous commençons. Le gouvernement Joe Biden va autoriser les pharmacies à délivrer des médicaments pour avorter à domicile. Vous avez bien entendu, le meurtre à domicile. Et surtout, le meurtre à domicile des enfants et des femmes. Parce qu'un avortement sans surveillance médicale, ça peut tuer la mère de l'enfant. Médicaments pour avorter à domicile. Le meurtre à domicile. La Poste ne va plus livrer le courrier tous les jours, mais tous les 2 voire 3 jours. Les expérimentations en ce sens commencent en mars. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je parlais de la CAF tout à l'heure. Par exemple, on vous envoie une déclaration de ressources papier. Bon, imaginez. On vous met ça, on vous rédige ça le 30 décembre. Aujourd'hui, vous la recevez le 6 janvier. 5 jours, parce qu'elle a été expédiée le 2, 5 jours. Maintenant, si la Poste vous livre le courrier tous les 3 jours, vous pouvez le recevoir le 8 ou le 10 janvier. Mais la CAF vous dit, dans le courrier du 30-12, si vous n'avez pas répondu sous un mois à la date de ce courrier, c'est-à-dire 30-12, si vous n'avez pas répondu au 30 janvier, on vous sucre vos droits. Donc, le but du jeu, c'est aussi de trafiquer les délais pour que les gens perdent leurs droits. Mais il faut juger personne. Il faut être dans l'amour. On pourrait penser qu'au moment où sa désastreuse politique énergétique met le pays à genoux, au moment où l'incompétence de l'énarchie à laquelle il appartient met l'hôpital public en lambeaux, je vais y revenir, restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission, Emmanuel Macron fasse feu de tout bois pour éteindre les incendies les uns après les autres. Visiblement, il a des préoccupations beaucoup plus importantes, s'acharner judiciairement contre une voyante angevine qui a republié sur Twitter une caricature le mettant en scène. Pourquoi elle et pas les autres? Beaucoup imaginaient, et imaginent encore, que Macron est l'homme de la situation. Il est en réalité, comme tout homme, prisonnier de ses passions et de ses maîtres mondialistes, et il les place avant les souffrances de son peuple. On va y revenir. Restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. La Touraine, miroir des arrangements entre copains et corruption, derrière le limogeage de la sous-préfète Marie Lajus. Eh oui, la sous-préfète Marie Lajus, qui a dénoncé un certain nombre de choses, qui est honnête, eh bien elle a été limogée par M. Darmanin. C'est la preuve. C'est la preuve. S'il fallait encore que je vous en administre une autre, c'est la preuve que pour être préfet, que pour être dans des postes de haut niveau, eh bien le critère c'est la malhonnêteté. La malhonnêteté. Le gouvernement britannique s'apprête à présenter une loi anti-grève dans plusieurs secteurs, alors que le Royaume-Uni est touché depuis des semaines par une vague de grève historique depuis 40 ans face à la crise du coût de la vie. Au cours des dernières semaines, le gouvernement a déployé l'armée pour remplacer certains grévistes. Eh oui. Churchill, relève-toi. Ils sont devenus fous. Arnaque au verre d'eau. Alors là, je tiens à avertir les personnes âgées. Depuis quelques jours, plusieurs plaintes dans les commissariats varois ont la même nature. Des personnes âgées ont vu leur demeure dévalisée, vol de bijoux, argent, objets de valeur. En effet, des personnes mal intentionnées, prétextant être assoiffées, demandent à des personnes âgées un simple verre d'eau. Une fois à l'intérieur de la maison, elles en profitent pour tout dévaliser. Cette pratique avait déjà été identifiée en Suisse, elle est désormais présente en France. Alors si vous êtes très âgé, attention à qui vous ouvrez. Ah, vous avez mangé de bons desserts pour les fêtes. Eh bien voilà. Dans les Ferrero Rocher, passé au microscope, on a trouvé des protéines 4e génération. Eh oui. Excusez-moi si vous en avez mangé. Hein. Charger, alors ça c'est pas faute d'avoir prévenu, charger une voiture électrique à Paris coûtera désormais 2 fois plus cher qu'un plein d'essence. L'opérateur de bornes de recharge parisienne Bélib, entreprise privée, vient d'annoncer ses nouveaux tarifs. Et mauvaise nouvelle, ceux-ci sont en hausse, à tel point que recharger une voiture électrique à Paris coûtera désormais 2 fois plus cher qu'un plein d'essence.
Vive la voiture électrique. Bill Gates ne veut pas seulement vacciner les humains, mais il veut aussi vacciner le bétail. Ce plan sinistre n'est pas comme il le prétend pour aider les animaux à survivre afin que les enfants d'Afrique et d'Asie du Sud obtiennent plus de viande, de produits laitiers et d'œufs. C'est un investissement qu'il fait par l'intermédiaire du KED, dont le but est très probablement la propriété et le contrôle des sources de nourriture pour les plus pauvres du monde. Remarquez, il y a bien par ici une veto qui vaccine les chiens et les chats contre le Covid. Alors, vous savez, ici, on aura tout vu. Von der Leyen touche désormais 1 000 € par jour et les 50 000 employés de l'Union européenne peuvent s'attendre à la deuxième augmentation de salaire en 6 mois. Leurs salaires augmenteront de 7%. Rappel, ils ne payent pas d'impôts. Alors, jusqu'à quand on va laisser faire? Je reviendrai sur la question. En Allemagne, les banques ont augmenté leurs prix, frais de gestion, droits de garde, etc. Mais bien évidemment, elles avaient besoin de l'accord de leurs clients. Les clients n'ayant pas accepté voient leur compte tout simplement fermé. Alors ça va arriver en France. Si vous refusez l'augmentation des frais de banque, on va vous dire, ben, on ferme ton compte. T'as un mois pour reprendre les fonds. Alors avec tous les emmerdements que ça, avec tous les emmerdements que ça sous-entend, bien entendu, quand on change de banque. Macron fait 2 allers-retours au Qatar dans la même semaine pour voir des matchs de foot, mais il ne bougera pas pour représenter la France à l'enterrement de Benoît XVI. Macron, qui est le meilleur pote du pape François, n'est pas allé à l'enterrement du pape Benoît XVI. Pourtant, la France a toujours été la fille aînée de l'église de Rome. Mais c'est peut-être parce que le nouveau Messie s'appelle Mbappé et que les nouveaux temples sont des stades. Il n'est pas exclu que nous devenions hors la loi, mais jamais je ne mettrai ce poison dans mon corps. Validation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire par le Conseil d'État. Voilà. Qui a validé la légalité de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 et le pass sanitaire dans un arrêt du 29 décembre 2022, bien sûr pour passer sous le radar entre Noël et Nouvel An. Brigitte Macron, alors écoutez bien, Brigitte Macron voulait remplacer la flèche de Notre-Dame par une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules. Bachelot, ministre de la Culture à l'époque, a fait cette révélation. Alors, après le centre Pompidou, la bibliothèque François Mitterrand, le musée Jacques Chirac, on a failli avoir la bite et les couilles. Bon, franchement, alors j'assume le manque de classe évident de ce message, mais c'est pas moi qui ai commencé. Vous vous rendez compte un peu? En haut d'une cathédrale. Le mépris de Dieu de ces gens-là. Vers un vaccin contre les infections urinaires. Développement d'un vaccin contre les infections urinaires. Le bénéfice serait particulièrement important pour la femme enceinte, plus souvent exposée aux infections urinaires, car cela réduirait les risques de complications de la grossesse et permettrait la transmission d'un meilleur microbiote intestinal à son enfant. Enfin, une vaccination contre la majorité des infections urinaires permettrait de réaliser de grosses économies de soins, les infections urinaires étant une infection particulièrement fréquente dans la grossesse. Alors, si vous êtes enceinte, si vous attendez un bébé, faites très attention à ce qu'on va vous obliger à faire. Très, très attention. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui est Covid, que très bientôt, si vous ne faites pas vacciner votre enfant à naître, il sera placé à l'ASE. L'actuel sénateur LR du Nord, Marc-Philippe Daubresse, Yves Détraigne, le sénateur centriste de la Marne, et l'ancien député Jean-Jacques Bridet, lorsqu'il a été élu socialiste du Val-de-Marne avant de rejoindre l'REM, sont visés par une plainte d'Anticor pour détournement de fonds publics. L'association anticorruption Anticor a déposé plainte contre 3 parlementaires ou anciens parlementaires pour détournement de fonds publics, révèle France Info. Cette plainte d'Anticor porte sur des soupçons d'utilisation à des fins personnels de leur indemnité de frais de mandat, des transferts d'argent vers leur compte personnel, des soupçons d'utilisation pour payer des travaux, des loyers, des cotisations de leur parti. Cela représente près de 100 000 € pour Marc-Philippe Daubresse, 60 000 € pour Jean-Jacques Bridet et environ 40 000 € pour Yves Détraigne.
Mais tous, hein. Vous savez, il fut un temps qu'Aurélie Dubos, qui était députée LREM de la précédente législature, faisait ça aussi. Elle était la compagne d'Olivier Véran à l'époque. Ces plaintes ont été déposées après les enquêtes ouvertes par le parquet national financier sur l'utilisation des frais de mandat des 7 députés et 8 sénateurs soupçonnés d'avoir utilisé leur enveloppe à des fins personnelles. 15 parlementaires au total étaient donc dans le collimateur du PNF. 2 d'entre eux ont depuis échappé à des poursuites en remboursant les dépenses frauduleuses. S'agissant de Marc-Philippe Daubresse et Jean-Jacques Bridet, les 2 enquêtes préliminaires sont toujours en cours, précise le PNF. Concernant Yves Détraigne, après remboursement des sommes, la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite pour régularisation. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est arrivé au président du conseil départemental du Gers, Philippe Martin, ça. La Caisse nationale des allocations familiales. Oui, celle qui vous oblige, à vous qui avez la hache à taux plein, à demander une pension d'invalidité, a attribué 477 millions d'euros en novembre à des cabinets de conseil pour sa maintenance informatique, un secteur juteux qui échappe aux restrictions imposées depuis la polémique McKinsey. Pendant qu'un accord cadre entre ces sociétés privées et l'administration est en train d'être mis en place pour tous les marchés dits de transformation de l'action publique, fixant un plafond théorique de 2 millions d'euros pour chaque mission, la sécurité sociale a passé un appel d'offres gigantesque dont les sociétés de consulting spécialisées dans l'informatique ont bénéficié à plein. La Caisse nationale des allocations familiales, la branche famille de la Sécu, est autonome et libre de passer les appels d'offres comme bon lui semble. L'accord cadre en cours de négociation ne s'appliquant pas de surcroît aux prestations informatiques, c'est open bar ou presque. La CNAF a ainsi discrètement, seule Radio France en a brièvement parlé, attribué en novembre près d'un demi-milliard d'euros de contrats, 477 millions d'euros exactement, censés lui permettre de maintenir à niveau son système informatique. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Emmanuel Macron annonce que la France fournira des chars de combat à MX-10 et continuera de soutenir l'Ukraine en matière de défense aérienne. Macron, jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au président Zelensky. La France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense aérienne. Au total, 247 AMX-10 sont possédés par l'armée française, un chiffre à revoir à la baisse à cause de l'ancienneté et de l'usure de ces engins blindés. La France va également livrer 63 générateurs électriques de haute puissance et 5 millions d'ampoules LED à l'Ukraine. Alors, suivez mon raisonnement, suivez quand même mon raisonnement. Nous, on va galérer pour payer l'électricité. On va galérer pour payer l'électricité et on offre des groupes électrogènes à l'Ukraine. Comprenne qui pourra. FO Santé, deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière, appelle à la grève illimitée à partir du 10 janvier pour dénoncer la dégradation sans précédent du système de santé et la mise en danger de nombre de patients d'agents hospitaliers épuisés. Donc grève illimitée à partir du 10 janvier. Le syndicat réclame un changement radical de politique de santé et blâme l'inertie du gouvernement qui n'a fait qu'accélérer les fermetures de lits et de services. FO Santé revendique 200 000 recrutements dans les secteurs sanitaires, social et médico-social. Et alors, voilà le document syndical que je peux vous envoyer sur simple demande et que je viens de vous résumer. Les hôpitaux sont en train de s'effondrer. Je vous avais annoncé dans mes vœux qu'ils deviendraient des mouroirs. Dégradation des conditions de travail, SAMU débordé. Du 1er au 31 décembre, 31 personnes sont mortes seules sur des brancards dans des couloirs des urgences. À Lille, les soignants s'allongent devant le CHU pour alerter sur l'effondrement de l'hôpital face à la saturation des urgences. Les patients doivent attendre jusqu'à 19 heures avant d'être pris en charge. Manque d'opérateurs au SAMU, les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15 sont débordés. Le SAMU réclame des renforts et une revalorisation de leur métier, alors que les appels au 15 ont explosé sous l'effet des épidémies hivernales.
Dans les Côtes d'Armor, clin d'œil à Fanny et à son compagnon, ils reçoivent en moyenne 1200 appels par jour. Dans certains départements, il y a des temps de décrochage de 30 minutes. Pour avoir un ARM au téléphone, c'est un danger évident pour la population, déclare Yann Rouet, co-président de la Farm. Yann Rouet s'interroge. Si on met 30 minutes pour décrocher un appel, à côté de combien d'arrêts cardio-respiratoires ou de pendaisons peut-on passer? La Farm prévient qu'il faudrait 800 opérateurs SAMU de plus en France. Malgré les préconisations du ministère de la Santé, les recrutements sont difficiles, il y a peu de candidats et les salaires sont bas. Le docteur Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et urgentiste au SAMU de Bobigny, dit « Des gens meurent sur des brancards, pendant que d'autres s'enrichissent. » Et je vais revenir, restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission, sur le discours que Macron a prononcé à la mi-journée à l'hôpital, et j'ai intitulé ça « De l'art de ne rien décider ». Vous allez voir. Bernard Bajolet, ancien directeur général de la sécurité extérieure française, a été mis en examen en octobre pour complicité de tentatives d'extorsion envers un homme d'affaires. Cette mise en examen survient dans une enquête ouverte après la plainte d'un homme d'affaires accusant la DGSE d'avoir fait usage de la contrainte pour lui réclamer des millions d'euros. L'argent n'a pas d'odeur, mes amis. Le petit-fils du président français de Gaulle, Pierre, a critiqué l'Union européenne pour avoir soutenu les États-Unis contre la Russie. Selon lui, personne n'a besoin d'une crise en Europe, tandis que son grand-père a toujours essayé de maintenir des relations respectueuses avec la Russie. Pierre de Gaulle a également déclaré que les Français commencent à comprendre ce qui se cache derrière les actions des États-Unis qui utilisent la crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe. Les pays occidentaux ont planifié à l'avance un complot contre la Russie, comme en témoigne le nombre de sanctions imposées à Moscou, a déclaré Pierre, petit-fils de l'ancien président français Charles de Gaulle, à l'association de dialogue franco-russe. Selon lui, une guerre économique est menée contre la Russie et les États-Unis en profitent. En outre, le descendant du légendaire général français a accusé Washington et Bruxelles de mener ce conflit. Un rapport de la Cour des comptes montre que Brigitte Macron est épaulée par un directeur de cabinet, par un chef de cabinet et une assistante qui lui consacrent 2/3 de leur temps. Cela représente une dépense de 278 000 euros mensuels, en plus de son statut à 440 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez. Et alors maintenant, je vais vous livrer les grandes étapes du discours de Macron à l'hôpital, là, à la mi-journée. Et je tiens à vous en livrer l'essentiel, vous allez comprendre pourquoi. Donc Macron arrive à l'hôpital. On va vivre, dit-il, dans les années qui viennent, dans une situation qui va se dégrader en termes de démographie médicale, alerte Emmanuel Macron. L'objectif est de libérer du temps de médecin devant les patients en allégeant les contraintes. La solution pour bâtir l'avenir, elle est dans la coopération entre personnels administratifs, soignants, médicaux, paramédicaux et entre la ville et l'hôpital. La prévention doit aussi être une pierre angulaire du système de santé. Il ne propose rien. On a perdu 6 000 généralistes. Nous aurons 80 000 médecins généralistes en 2025 si tous ceux qui doivent partir à la retraite partent. En attendant que de nouveaux médecins soient formés, il faudra jouer d'intelligence collective et de liberté donnée au terrain. En clair, il ne dit rien. Près de 4 000 assistants médicaux ont déjà signé un contrat. C'est un vrai succès de la politique lancée en 2018. Ça libère du temps médical. On doit arriver à 10 000 d'ici l'année prochaine. On va accroître les financements pour le faire et on va l'appliquer à l'hôpital pour permettre aux soignants de se concentrer sur leur cœur de leur métier. En clair, plus d'assistants médicaux, mais pas plus de médecins. Rien. Je continue. Ouvrir des postes, environ 30% des élèves arrêtent en cours de formation et 15% échouent à la fin. Donc, quand on ouvre 100 postes, on en a 55 qui arrivent sur le terrain. Le président cite Parcoursup qui ne permet pas de mesurer la motivation. Il veut aussi un système plus responsabilisant en sortie d'études pour éviter que les jeunes diplômés ne puissent immédiatement se diriger vers les missions plus rémunératrices protégées dans l'intérim. Autrement dit, il ne dit rien parce que ça existe déjà. Vous allez voir de quoi ça relève.
D'ici au 1er juin, il faut qu'on rebâtisse un système plus cohérent, mais il dit pas comment, dans l'organisation de l'hôpital et notamment l'application du temps de travail. Il annonce ça sans donner d'orientation ou de piste. Oui, mais vous allez voir de quoi ça relève. Restez avec moi. À cette date, chaque hôpital devra avoir initié des discussions pour se réorganiser, gérer les plannings à l'échelle des services. L'organisation est parfois catastrophique. C'est pas l'État qui va réorganiser, c'est les hostos qui doivent se démerder. Vous avez compris. Vers des tandems administratifs médicaux à la tête des hôpitaux, on a tous vécu pendant le Covid une chose qui a levé les barrières. Le ministère mène une concertation, mais je souhaite qu'on puisse mettre à la tête de nos hôpitaux un tandem administratif et médical sur la base d'un projet. En clair, c'est pareil. On met un médecin avec le directeur administratif de l'hosto, et puis ça s'arrête là. Il ne propose rien. Mais vous allez voir de quoi ça relève après. Des logements dédiés aux soignants. Il faut un parc de logements dédiés pour les personnels qui en ont besoin, ainsi qu'un accompagnement au déplacement pour offrir des solutions nouvelles dans les secteurs en tension. Il y a toujours un parking pour les soignants dans les hôpitaux. Et ils ont des logements pour passer la nuit sur place s'il faut. Ils n'innovent rien. La permanence des soins en ville, tout se tient. Il faut réinciter à une permanence des soins en ville, affirme le président. Nous allons mieux rémunérer les médecins qui prennent de nouveaux patients, celles et ceux qui vont former des jeunes, prendre de nouveaux patients, aider au coup de chauffe. Pareil, rien, on met des rustines. 600 000 malades chroniques n'ont pas de médecin traitant. D'ici à la fin de l'année, je veux qu'ils aient accès à une équipe traitante plus qu'à un médecin et qu'ils soient dotés d'une réponse médicale. Qu'un malade chronique ne puisse pas se faire renouveler une ordonnance par une infirmière ou une pharmacie est absurde et injuste, estime Macron. Attention, ça veut dire que vous allez pouvoir faire renouveler votre ordonnance par un infirmier ou un pharmacien. À mon avis, je doute que les pharmaciens et les infirmiers soient d'accord, parce que quand ils ne font que les ordonnances du médecin, s'il arrive un pépin, ils ne sont pas responsables. S'ils renouvellent une ordonnance sans que ça passe par le médecin, ils seront responsables. Et donc, comme ils vont demander à ne pas être responsables, ça marchera pas. Et Macron le sait très bien. Comme la santé n'a plus de prix pour nos compatriotes, elle n'a plus de valeur, reproche le président de la République, pour enrayer le phénomène des rendez-vous non honorés, un travail sera engagé avec l'assurance maladie pour mettre fin à cette irresponsabilité. En France, plus de 28 millions de rendez-vous sont ainsi gâchés chaque année. Ça veut dire que, et ce qui est envisagé, si vous manquez un rendez-vous chez votre médecin ou chez un praticien de santé, on vous baissera le taux de remboursement. Et enfin, le dernier, tout se tient. Plusieurs des chantiers que je viens de décrire, il n'y a rien d'écrit du tout. Plusieurs des chantiers que je viens de décrire sont des chantiers massifs qu'on n'a pas su ou pas voulu mener. On va continuer à le faire en changeant profondément les habitudes. Le président insiste sur les 1000 premiers jours des enfants, vous savez, la mécanique pour les placer. Et la prise en charge des personnes âgées, vous savez, les assassinats dans les EHPAD. Tout ça se tient. Bon, en clair, il ne dit strictement rien. Alors, ça relève de ceci. Je vais vous le détailler parce que quand même. Et ce document que je vais vous montrer, je l'envoie sur simple demande. Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique. L'art de la non-décision consiste à agir avec méthode et savoir-faire, assurance et détermination, afin de laisser les inévitables réformes aussi intactes que possible à ses successeurs. Écoutez bien. Quelques principes de la vie politique. Le long terme en politique est la prochaine échéance électorale. Se méfier de ses amis plutôt que de ses ennemis. Le réformateur est un zébulon immaîtrisable et dangereux qu'il vaut mieux tuer. Macron, il est en plein là-dedans, dans son discours. La réforme crée des inimitiés durables, alors que la subvention ne fâche personne et crée des amitiés. Toujours penser à la subvention. Un homme politique d'avenir est un homme politique qui promet. Pas un homme politique qui tient. C'est un PowerPoint qui circule en loge, je l'envoie sur simple demande. Un homme politique n'est mort que quand il est biologiquement décédé. Tout homme politique accusé de corruption est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit réélu. Tout homme politique accusé de corruption est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit réélu. État des lieux, la situation est excellente mais pas désespérée. Il est en plein là-dedans. Rapport Rueff-Armand de 1959 contient les mêmes propositions que le rapport Attali de 2008, par exemple. C'est un exemple.
Une non-décision ne résout pas, contrairement à la célèbre phrase de Queuille. Une non-décision mythiradise la société et finit par rendre aveugle et tuer comme le diabète. Faire un programme électoral pour annoncer des réformes, les Français votent contre et pas pour. Quelques dossiers en instance depuis plus de 50 ans. La réforme des professions protégées, la réforme des retraites, le statut des fonctionnaires, la réforme de l'État, la réforme de la PAC, le statut de la Corse, les aides à la presse, le cumul des mandats, le bien des élus, la réforme des ex-LMPP, aujourd'hui Prestalis, le statut des dockers et des ports français, la réforme de l'éducation nationale, les tribunaux de commerce, les dégrèvements fiscaux catégoriels, les régimes spéciaux de retraite, la réforme de l'école, la réforme des universités. C'est pas exhaustif. Mais tout ça, ça reste toujours en instance. Pourquoi faire aujourd'hui ce que les autres peuvent être contraints de faire demain? Macron, il est en plein là-dedans dans son discours, mes amis. Premier principe, démonter la prétendue urgence de la réforme, c'est ce qu'il fait dans le discours. Deuxième principe, énoncer des principes ambitieux et généreux qui expliquent la lenteur et la complexité de la réforme, c'est ce qu'il fait. Troisième principe, étudier bien et longuement, étudier le problème, commission, au conseil, haute autorité, technique du livre de couleurs, et finalement rien ne se fait. Quatrième principe, communiquer, toujours communiquer pour expliquer l'inaction, novlangue, complexité juridique, exemple étranger, non transposable, esprits ne sont pas prêts, positiver une inaction, ni, c'est ce qu'il fait, je reviendrai à vos côtés. Cinquième principe, quand toutes les voies de l'inaction ont été explorées, il reste à créer de la complexité. Ne jamais se laisser acculer, la réforme Canada Dry. J'envoie tout ça sur simple demande. Hein. Se donner le temps de choisir ce qu'on ne va pas faire, droit d'inventaire, abroger les réformes du prédécesseur, précaution préalable, bien mesurer la capacité de nuisance de la catégorie lésée par une réforme. Quand faut y aller, les réformes virtuelles. L'annonce d'action vaut action. Il annonce 3 fois rien, pour lui c'est une action. La non-réforme par la multiplicité des réformes, la consultation publique comme mécanisme autobloquant, l'indispensable progressivité, l'invention d'une taxinomie nouvelle, la technique du faux-semblant, dite méthode byzantine, etc. Pourquoi soigner en profondeur si l'on peut faire disparaître les symptômes? La subvention est l'arme absolue, le couteau suisse de la vie politique. En politique, le ridicule ne tue pas, seule la réforme tue. Il y a en plein dedans, là, Macron. Efficace et invisible, les taxes parafiscales, le tour de passe-passe budgétaire au principe de la controverse de Valladolid, qui paye la réforme. Il est en plein dans le discours, parce qu'il a tout dit, sauf qui allait payer. Incompétence du médecin ou volonté mortifère du malade, le docteur Diaphorus et ses 678 324 disciples, le temps politique n'est pas le temps des réformes, le syndrome du Taj Mahal, les cabinets ministériels, une originalité française ou le spoil system à la française, la bureaucratie céleste des grands corporatismes, 5 règles à respecter, les petits marquis et Necker, les professions à statut. Et vous avez ici le jeu de loi électoral que je montre. Alors, je suis prêt à vous envoyer ce document qui circule sous le manteau, hein, c'est pas public ça. Hein. Je suis prêt à vous l'envoyer sur simple demande et passer les discours de Macron au crible de ceci, vous comprendrez que il ne décide rien. Il faut préparer, en fait, la marque de la bête. J'y reviendrai. Ce que certains pourraient considérer comme une fixation sur la vérification de l'âge des autorités britanniques se poursuit, cette fois avec des projets pilotes dont l'objectif est comme toujours noble, s'assurer que l'alcool n'est pas vendu à des mineurs dans des magasins ou lieux d'accueil. Mais comme toujours, il y a pas mal de risques de création d'un état de surveillance dans tout le projet, une fois que l'on gratte la surface, en particulier parce que celui-ci va jusqu'à utiliser la biométrie entre autres technologies pour atteindre le dit objectif. Les essais ont été organisés à différents moments de l'année 2022 dans plusieurs villes d'Angleterre, dont Leeds, Manchester, Liverpool et Nottingham, tiens, pas à Londres, où l'université Trent s'est associée aux bars locaux pour surveiller les étudiants qui achètent des boissons alcoolisées. Le public a eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le sujet à la fin de l'année dernière, lorsque le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports
a publié les résultats des essais en bac à sable du ministère de l'Intérieur portant sur 2 méthodes, les applications d'identification numérique et les caisses automatiques. Les conclusions couvrent les résultats de l'application d'identification numérique Account de la chaîne de supermarchés Asda, qui a utilisé des caisses libre-service à technologie de scan facial, tout comme Crop et Innovative Technologies, avec sa méthode de vérification de l'âge ICU, ainsi que Fujitsu, qui a développé une application pour cela. Morrison, une autre chaîne de supermarchés, a participé en testant la technologie de scan facial développée par Yoti et Tesco, et les magasins de Spinning Fields et Oxford Road se sont tournés vers la même entreprise d'identité numérique et son algorithme IA afin de participer aux essais. La biométrie des veines du doigt était en jeu lorsque Finco a déployé sa technologie au Watch de Manchester, qui rassemble des détaillants, des brasseries, des restaurants. Et le résultat de ces essais, peu concluant selon les rapports détaillants, les résultats de chaque participant, des facteurs comme les conditions d'éclairage, le signal Wi-Fi ou la puissance de la batterie du téléphone ont fait varier considérablement les résultats. Quoi qu'il en soit, Yoti a indiqué sur son site que les supermarchés étaient favorables à l'idée d'utiliser la biométrie pour vérifier l'âge des clients, ainsi qu'à une législation qui conduirait à son adoption, probablement l'objectif principal de l'exercice. Yoti est optimiste sur toute la ligne. Selon l'article du blog, les chaînes de magasins ont apprécié, les clients aussi. Ils seraient heureux de voir leur visage scanné et leurs données biométriques restituées aux caisses des supermarchés. Il y a toujours des masochistes partout. De février à mai 2023, écoutez bien ça, la France sera le théâtre d'un vaste exercice interarmé, je vous l'avais annoncé, auquel seront associés sur le terrain l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, et de façon numérique, les États-Unis. Le général Yves Métayer avait annoncé lors d'une conférence de presse en novembre 2022 le déploiement d'un exercice militaire de grande ampleur dénommé EMEX Orion dans l'Hexagone, qui impliquera toutes les composantes de l'armée française au premier semestre 2023, avec plus de 10 000 soldats mobilisés. Il s'agira d'un test de combat grandeur nature dans un conflit de haute intensité. Cet exercice, qui devrait se reproduire tous les 3 ans, s'inscrit officiellement dans le cadre de la préparation opérationnelle des armées à une hypothèse majeure, conflit de haute intensité, EMEX pour en français exercice d'hypothèse d'engagement majeur, et Orion pour opération d'envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers la haute intensité novatrice. L'exercice est inédit et vise à entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé multinational selon un scénario de haute intensité réaliste et exigeant qui prend en compte les différents milieux et champs d'application. Le scénario. Pardon. Un État, Armland, est déstabilisé par des milices et groupes armés. Alors, je rappelle, avant la pandémie, on avait répété. L'État Armland est déstabilisé par des milices et groupes armés soutenus par l'État Mercure. Une résolution de l'ONU permet un engagement militaire pour venir en aide à cet État, d'où l'intervention des forces alliées pour soutenir les autorités d'Armland, qui pourrait être l'Ukraine, mais une phase de confrontation majeure et symétrique va ensuite être initiée avec l'État Mercure qui va progresser dans le territoire d'Armland, forçant à une action d'arrêt majeur. Selon la formule consacrée, toute ressemblance avec une situation existante, vous m'avez compris. Une Greycell sera chargée de simuler les organisations gouvernementales d'Armland, pays qui va être attaqué en partie, envahi, ce qui provoquera des mouvements de réfugiés, des déplacés, des prisonniers de guerre. Suivez mon regard, on répète la guerre. La dernière phase aura lieu de mi-avril à début mai, avec une simulation d'affrontement aéroterrestre de haute intensité face à cet État voisin, avec le déploiement de 10 à 12 000 militaires dans la région Champagne. Si vous habitez Troyes et autour, attention. Autant dire que les déviations risquent d'être nombreuses dans la région à ce moment de l'année. L'exercice impliquera la participation des nouveaux blindés Griffon de l'armée de terre, des chars Leclerc, des systèmes de défense sol-air, des avions de combat, de 2 porte-hélicoptères amphibies et du porte-avions Charles de Gaulle. Le titulaire
sera en charge de l'animation de l'environnement opérationnel d'un exercice national, prestation abrégée sous l'anonyme Greycell. Les évolutions du contexte stratégique de ces dernières années conduisent la France à rehausser le niveau d'entraînement de ses armées et à programmer un exercice triennal répondant à l'hypothèse d'engagement majeur tel que défini dans le contrat opérationnel des armées. La première édition de cet exercice programmé par l'état-major des armées baptisé EMEX Orion, orienté vers la haute intensité et novatrice, est prévue en France en 2023. L'objectif est d'entraîner les formations de combat et les unités de soutien des armées, directions et services à planifier et conduire des opérations dans un contexte de coalition menée par la France face à une combinaison de forces conventionnelles et non conventionnelles. Entendez les Russes et les Chinois. L'exercice s'appuie sur le scénario Orion, dans lequel un État failli, Arnland, fait appel aux forces de l'OTAN, pour lutter contre l'invasion de son territoire par l'État voisin, Mercure. Il se compose de 4 phases distinctes. Phase de planification du printemps à l'automne 2022, ça c'est fait. Une opération interarmée d'entrée en premier au printemps 2023, phase 2. Un séminaire de niveau politico-militaire, phase 3. Et une opération de niveau tactique engageant des troupes réelles et simulées en phase d'affrontement aéroterrestre, phase 4, contre un ennemi conventionnel et non conventionnel, dans la région Champagne. Et je vous montre le document, comme ça vous avez toutes les preuves, le document synthétique, hein, voilà. Donc vous avez phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, hein, avec la carte là, alors stylisée, et vous avez, voyez, coalition internationale, vous avez la carte de France, vous avez la région Champagne qui est visée, voyez, et où il y aura la gestion de la crise interarmée. Voilà. Cet exercice, si vous habitez près de Troyes ou si vous devez aller près de Troyes, faites attention. En fait, on répète la guerre. N'oubliez pas qu'avant la pandémie de Covid-19, ça avait été répété. Il y a 3 ans, des policiers ont tué Cédric Chouviat. Ensuite, ils ont menti et Darmanin s'est même permis d'ironiser avec l'abject « Quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe ». Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, père de famille de 42 ans, était étranglé à mort par des policiers lors d'un contrôle routier. Il est décédé d'une asphyxie avec une fracture du larynx après un contrôle policier. Alors que les images sont terribles, les policiers n'ont pas été suspendus. Cédric Chouviat a dit 9 fois « j'étouffe ». 9 fois. La famille veut connaître la vérité. 3 ans que la famille réclame justice face à ces policiers. En 2001, Pfizer a été poursuivi au nom de 30 familles nigérianes qui affirment que leurs enfants avaient été utilisés comme cobayes humains. Les familles affirmaient que Pfizer avait violé le code de Nuremberg et exposé leurs enfants à des traitements cruels, inhumains et dégradants. L'affaire a été rejetée. En 1996, Pfizer a administré un médicament expérimental à 200 enfants nigérians sans en informer leurs parents de l'existence d'un traitement approuvé ou du fait que leurs enfants étaient les sujets d'une expérience médicale. 11 enfants sont morts, d'autres ont souffert de lésions cérébrales, de défaillance d'organes ou de paralysie. Et on va chercher ce labo-là pour élaborer le vaccin Covid. La société chinoise de capital investissement de Hunter Biden a investi dans un partenariat de Pfizer développant des médicaments contre le Covid-19. BHR Partners, une société de capital investissement cofondée par Hunter Biden aux côtés d'institutions financières gérées par le Parti communiste chinois, a investi dans InSilico Medicine, une société de biotechnologie travaillant sur les traitements Covid-19 qui s'est récemment associée à Pfizer. BHR Partners, une joint venture très controversée entre un fonds d'investissement fondé par Biden et le beau-fils du secrétaire d'État de l'ère Obama, John Kerry, et la Banque publique de Chine, a fait partie de 2 cycles de financement de plusieurs millions de dollars pour InSilico Medicine. Une augmentation de 35 millions de dollars en août et une augmentation de 60 millions de dollars en juin. Vous voyez un peu les sommes qu'on manipule. 5 enquêtes républicaines clés sur Biden et son administration et sa famille, y compris les accords commerciaux et l'ordinateur portable de Hunter, le retrait d'Afghanistan et Fauci qui commenceront
lorsque le GOP prendra le contrôle de la Chambre. Après un vote dramatique pour élire le nouveau président de la Chambre des représentants, les législateurs du GOP qui, pendant des mois, ont menacé une série d'enquêtes de surveillance et d'éthique contre le pouvoir exécutif auront la possibilité de mettre leurs menaces à exécution. Ça va y aller, les enquêtes. Le procureur général des îles Vierges perd son emploi quelques jours après avoir poursuivi JP Morgan Chase dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein. Avec Biden, on ne touche pas aux pédophiles. Cela risquerait de dévoiler des noms. C'est intolérable. Avis de décès des boulangers. Cause du décès, 84% d'augmentation pour l'électricité, 86% d'augmentation pour le gaz, 52,% d'augmentation pour le beurre. Montée en puissance des chaînes de boulangerie, des charges de plus en plus étouffantes, difficulté de recruter des collaborateurs. Les petits commerces vont mourir, vous n'aurez plus de pain. Grève des factures. Donc, suite à cet avis de décès, eh bien, il est appelé à une grève des factures d'énergie. Si vous ne pouvez plus payer, vous ne payez pas. Vous mangez d'abord. Je vous lance cet appel solennel. Alors, ici un dessin humoristique, mais ma foi, qui arrivera dans les années qui viennent. Hein. Voilà. Avez-vous besoin de chaleur humaine? Tapez 1. On va en arriver là bientôt. Hein. Ben oui, on ne sait pas bouger. L'enquête colère a été classée après une lettre d'Emmanuel Macron. La France est l'un des pays les plus corrompus du monde, ou plutôt, comme disait Juan Branco, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. En plus, ils ont des méthodes mafieuses avec notamment l'intimidation et le chantage. Quand on sait de quoi sont capables ces malades mentaux, il faudrait être fou pour suivre une seule de leurs recommandations. Rendez-vous compte. Vous écrivez à Macron pour lui dire « aidez-moi dans telle procédure, etc. » Il vous répond « séparation des pouvoirs ». Mais dans l'enquête colère, il fait une lettre pour demander que ce soit classé. Et oui, colère, c'est celui qui lui écrit les discours de ses vœux. Les subventions ukrainiennes. Il faut savoir que moins de 50% des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens arrivent aux Ukrainiens. Et oui, 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter le terrorisme, les crises politiques, conflits, révolutions. Récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de 1000 pages d'armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes, et qui vont alimenter le terrorisme partout dans le monde. C'est l'un des pays qui est le plus corrompu au monde. Le régime qui a été mis en place par les Américains en 2014 avec ce fameux coup d'État où Mme Nuland s'est exprimée en disant « fuck the Union européenne », c'est dire qu'au mépris de toute considération, même pour les Ukrainiens, elle a instauré une dictature. Plus ça va, plus les mondialistes font de l'homme une marchandise. Il faut les arrêter. Les États-Unis, New York devient le 6e État à légaliser le compost humain depuis 2019, alternative écologique permettant de recycler son propre corps en compost et de réduire son empreinte carbone. Je vous engage à aller voir le film Soleil Vert si ce n'est pas déjà fait. C'est confirmé. Le nombre de lits a fortement baissé pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. De 2016 à 2021, plus de 21 000 lits ont été supprimés. Mais il vient faire vous avez entendu le discours qu'il a fait. C'était 2 fois plus que sous le mandat de François Hollande qui en ferma 10 000, mais moins que Nicolas Sarkozy qui a lui fermé 37 000 lits. Ce n'est donc pas nouveau à la fin de l'an dernier. Les établissements de santé avaient une capacité de 382 582 lits, très exactement, soit 4 312 de moins en un an. La France a perdu 18% de sa capacité depuis 2003, 468 000 lits d'hospitalisation complète. Cette baisse s'explique notamment par la volonté de développer des alternatives à l'hospitalisation complète. On est soigné et opéré à l'hôpital et ensuite la convalescence se passe de plus en plus souvent à domicile. Donc le nombre de chirurgies ambulatoires augmente au détriment du nombre d'hospitalisations complètes. Voilà où on en est. Alors, l'interview du professeur Perron
Donc, il a fait une interview, il a fait ses vœux, et il explique que même la couverture de l'Économiste de janvier 2019, c'est le journal des Rothschild. Sur la couverture, il y a l'homme de Léonard de Vinci, 4 bras, 4 jambes et tout ça. Il a le QR code dans la main, il a le tatouage quasiment de l'ARN du vaccin dans le bras, il a un pangolin à ses pieds. Et puis après, il y a Bill Gates qui fait une répétition générale de la pandémie quelques semaines auparavant. Au mois d'août 2020, en Espagne, la journaliste paniquée appelle un homme de service de réanimation d'un grand hôpital universitaire de Madrid en disant « Alors docteur, c'est la panique chez vous ?» Le docteur lui répond « Mais attendez, de quoi vous parlez? Des malades Covid, on en a 2, 3 dans tout le service, mais tout va bien. » Et alors la journaliste a insulté le médecin en rétorquant qu'il disait n'importe quoi. Ce qui m'a choqué, c'est la colonisation de Bill Gates à l'OMS, parce que maintenant, c'est le principal bailleur de fonds de l'OMS. Vous avez compris. Un deuxième restaurant étoilé obligé de fermer en Dordogne. C'est le deuxième restaurant étoilé à fermer ses portes en quelques semaines dans le Périgord, suite à l'explosion des factures d'énergie. Adrien Soro rend son tablier, le jeune chef ne dégageait plus assez de bénéfices pour continuer. Adrien Soro, 27 ans, avait été distingué par le Michelin à la foulée de son installation à la Ménardie, en Périgord noir. Adrien Soro a ouvert le restaurant en 2019. En janvier 2020, moins d'un an après son ouverture, le domaine de la Ménardie décrochait sa première étoile. Lundi, son établissement fermera ses portes, il se déclarera en cessation de paiement et mardi déposera le bilan. En 4 ans, j'ai pris 2 ans de Covid, j'ai perdu 250 000 euros, l'État nous en a donné 70 000, je me suis battu jusqu'au dernier jour. Il y a quelques jours, le restaurant Le Parfum de la Gourmandise à Périgueux avait lui aussi dû mettre la clé sous la porte. Il a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Le restaurant gastronomique n'a pas pu rembourser le prêt garanti par l'État pendant la crise du Covid. Je croyais que c'était garanti par l'État. L'État aurait dû se substituer et rembourser, il aurait pu continuer. Ah, réfléchissez. Les restaurateurs doivent faire face à une crise sans précédent, pénurie de main-d'œuvre, explosion de la facture d'énergie, prêt garanti par l'État à rembourser. 2023 s'annonce sombre pour la profession et pour cause. Les urgences de l'hôpital de Thionville en Moselle sont au bord de la rupture. La quasi-totalité des infirmiers et aides-soignants sont épuisés, ont été placés en arrêt maladie. Les patients sont transférés à Metz, l'ancien hôpital du ministre de la Santé, où ils ont monté des tentes, vous allez voir. Au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, les urgences ne peuvent plus fonctionner en raison de l'absence de la quasi-totalité du personnel. 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie. Les urgences sont complètement paralysées. Le plan blanc a été activé au CHU de Thionville. Les urgences sont transférées à Metz à plus de 30 km où ils ont dû monter des tentes pour accueillir des patients qui attendent plus de 23 heures. Et je vous montre le communiqué officiel de l'ARS qui décrit tout ça. Je rappelle que Thionville, c'est l'hôpital dont François Braun, actuel ministre de la Santé, dirigeait les urgences. Alors, excusez-moi, mais s'il dirige le ministère de la Santé comme il dirigeait les urgences de Thionville, on est mal barré. Chers résistants, l'année 2023 a maintenant 6 jours et les préparatifs de notre contrôle total se poursuivent sans relâche. Pour nos politiques, il s'agit de ne rien décider et de faire comme si, comme je l'ai montré dans cette infoscopie. Vous commencez à voir les pénuries. Vous commencez à voir la rouerie des CAF pour payer moins d'AH. Vous commencez à comprendre ce que je vous annonce depuis le début, à savoir que les réseaux qui nous gouvernent veulent purement et simplement détruire ceux qu'ils jugent inutiles, les pauvres, les faibles, les handicapés, les cabossés de la vie et tous ceux qui sont susceptibles, par leurs croyances ou leurs valeurs, de refuser la marque de la bête. Nous allons devenir 7 milliards de suspects et nous allons être englués dans une surveillance généralisée qui ne nous laissera aucun répit. Je participe d'ailleurs mercredi 11 janvier sur Agora TV à une émission qui s'appelle 7 milliards de suspects. En vous disant cela,
J'entends la voix de George Orwell, mourant, sur l'île de Jura. Sa voix de tuberculeux qui n'était plus qu'un murmure. Don't let it happen. It depends on you. Ne laissez pas cela arriver, cela dépend de vous. C'est l'humanité tout entière qui va être piétinée par ce qui vient. C'est notre dignité qui va être foulée aux pieds. Vous avez vu Macron à l'hôpital de Thionville ne rien décider pour les soignants, selon ce que je disais tout à l'heure, et être applaudi par des soignants de son parti venus faire la claque. Vous voyez venir les pénuries de nourriture, de carburant et de tout ce qui est nécessaire à la vie. Chers amis, il est tard, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour dire non. Il n'est pas trop tard pour nous regrouper entre gens qui refusent la marque de la bête qui va nous être imposée. Il faut savoir que la mentalité du Forum économique de Davos s'est infiltrée partout. 2 exemples. Je me trouvais à la CAF de mon département pour remettre un document. C'est une CAF à taille humaine dans le Gers. J'ai vu par la vitre qui sépare l'accueil des bureaux 3 filles qui discutaient dans le couloir, sans travailler. Lorsque j'ai demandé 5 minutes de leur temps, il m'a été répondu « Nous sommes débordés ». À quoi j'ai fait remarquer « Vous êtes débordés quand vous discutez dans le couloir ». La personne a alors dit qu'elle ferait opacifier les vitres et que le travail se faisait même dans les couloirs. Traduisez, il ne faut pas que l'on nous voie glander. Autre exemple, la mutuelle Harmonie Mutuelle, toujours dans le 32, qui facture une cotisation de 2 000 € par an à un couple de personnes âgées et qui refuse de prendre en charge une dépense non remboursée de 38,10 €. J'ai demandé un compte, charges produits, avec ce qui est encaissé et payé par la mutuelle pour ces personnes. La fille à l'accueil fut tellement sidérée qu'elle en a cassé un de ses faux ongles. Si vous êtes à cette mutuelle, quittez-la. Chère résistance, ça ne peut pas continuer ainsi, et c'est à nous de faire en sorte que cela s'arrête. À nous et à personne d'autre. Ne serait-ce qu'en construisant une vie qui relève de moins en moins de ce système qui piétine tous les jours l'être humain. Songez que dans quelques semaines, vous n'aurez plus de pain. Car si Macron a dit aider les boulangers, seuls 15% d'entre eux pourront bénéficier des aides. L'art de ne rien décider, tel que je vous le montrais tout à l'heure. Macron pourra dire avec Marie-Antoinette, s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. En juillet 2023, les tarifs de l'électricité ne seront plus réglementés et sur fond de guerre et peut-être d'occupation, la France va exploser. Je délire. Ceux qui ont dit en janvier 1940 que la France serait occupée ont été considérés comme des fous. Et le 14 juin 40, les Allemands défilaient sur les Champs-Élysées. Et vers le mois d'octobre, sous prétexte de marasme économique, de délivrance du pays, de liberté, on vous proposera de faire adhérer la France à un gouvernement mondial, c'est-à-dire de la donner à Schwab et consorts. Je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a plus de droit. La justice a disparu et que désormais c'est la loi du plus fort qui vient d'entrer en vigueur. Chers résistants, groupons-nous, bougeons-nous, ensemble, avant qu'il ne soit trop tard. Vive la liberté, vive la résistance, vive le peuple, vive la vie, vive l'humanité. Et je vous retrouve mercredi soir sur Agora TV à 19h, 7 milliards de suspects. Et vendredi, pour une nouvelle infoscopie, les Français libres parleront aux Français libres, la résistance parlera à la résistance, les non-vaccinés aux non-vaccinés. Ce sera Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.